Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 26 mai. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Le réchauffement climatique nous concerne bien, les menaces sont réelles. Les chercheurs invitent les autorités à la réflexion et aux actions. 3 semaines de grève à la mairie de Cap-Esther, mais un conflit qui pourrait bien se propager à d'autres communes selon le plan de l'UGTG. Le permis de conduire comme outil d'insertion professionnelle, un dispositif de la mairie de Bémao qui attire les candidats en grand nombre. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invitée ce soir, Clémence Gracia, ingénieure territoire et climat à l'ADEME. Nous reviendrons avec elle sur ce séminaire du changement climatique en Guadeloupe qui se tenait aujourd'hui au Gosier. Un rendez-vous où d'ailleurs plusieurs problématiques ont été abordées, notamment les menaces qui pèsent sur notre département. La Guadeloupe, un territoire particulièrement vulnérable du fait de son caractère insulaire et qui n'échappe pas au bouleversement climatique. Je vous propose de regarder le reportage de Jacques Damprobe et on en reparle tout de suite après avec notre invité. On va rester dans le domaine de l'environnement, on va revenir juste après sur ce séminaire au sujet du changement climatique. On va rester donc, comme je vous le disais, dans le domaine de l'environnement avec les algues sargasses qui, on le disait depuis hier, devraient prochainement refaire leur apparition sur nos côtes. Hier, à la Cité des métiers du Rézé, était d'ailleurs présenté un dispositif élaboré par l'État, la région ou encore la CCI, un plan destiné aux entreprises sinistrées. Près de 500 d'entre elles, en effet, ont été touchées par ces algues sargasses. Nous avons justement choisi de suivre aujourd'hui un chef d'entreprise sur son lieu de travail à Anse-Bertrand. Le reportage d'Éric Pommier. Alors je vous propose de parler finalement de ce séminaire donc sur le changement climatique en Guadeloupe qui se tenait au Gosier avec notre invité, les aléas du direct comme vous le voyez avec notre invité Clémence Gracia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ingénieure territoire et climat à l'ADEME. Alors quels sont les bouleversements liés au climat qu'on peut déjà voir sur notre territoire ? On peut voir déjà un certain nombre d'impacts. Le plus commun, le plus courant que chacun d'entre nous peut observer, c'est bien sûr les impacts qu'on constate sur le littoral. Donc son érosion, on voit bien les plages désensablées, les falaises érodées. Ce sont les impacts les plus communs. On pense aussi aux inondations qui sont très importantes, notamment dans le bassin des Grands Fonds, donc à Sainte-Anne, Gosier, aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, ce sont un peu les impacts aujourd'hui qu'on peut constater sur nos territoires. Alors quel était l'objectif premier de ce séminaire qui s'est donc déroulé aujourd'hui au Gosier ? Alors, l'objectif de ce séminaire, c'était de pouvoir partager les diagnostics de vulnérabilité qu'on a aujourd'hui dans nos territoires, des collectivités qui ont pu étudier leur vulnérabilité au changement climatique, et pouvoir partager des expériences de terrain, des actions qui sont déjà mises en place en matière d'adaptation au changement climatique, des actions, que ce soit des actions vertes de protection des milieux naturels, des actions plus organisationnelles, des actions plutôt en termes d'investissement dans des infrastructures. Alors, on va revenir avec vous évidemment en détail sur ce séminaire. Je vous propose de regarder le sujet de Jacques Damprobe, donc, qui s'est rendu aujourd'hui à ce séminaire sur les changements climatiques organisé au Gosier. On regarde ce reportage. On a coutume de dire qu'il n'y a plus de saison en Guadeloupe. C'est sans doute le signe que l'archipel est menacé par le changement climatique. La production d'électricité et les transports sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. D'autres secteurs sont concernés, l'agriculture, le tourisme ou encore le BTP. Pour déterminer le degré de vulnérabilité de l'archipel au réchauffement de la planète, une étude est menée par l'Agence pour la maîtrise de l'énergie en partenariat avec la région et l'Agence française de développement. Chaque territoire est concerné. On peut avoir des risques relatifs aux constructions en bordure de littoral. On peut aussi avoir des risques en matière d'inondation, des risques en matière de bouleversement de terrain, de glissement de terrain, pardon. Donc ce sont vraiment des vulnérabilités différentes qu'il convient d'étudier pour chaque territoire. Qu'on le veuille ou non, il faudra bien tenir compte des modifications du climat, notamment en matière d'habitat. Dans le territoire du Nord-Grande-Terre, la réflexion est engagée.
La question de la ressource en eau, la préservation de cette ressource en eau, comment économiser cette eau, comment mieux l'utiliser, notamment en ayant une action avec nos agriculteurs. Et puis, bien sûr, une action un peu plus transversale de sensibilisation, d'éducation à la fois de la population, mais également des élus. À cause de modes de vie loin d'être vertueux, les impacts du bouleversement climatique sont visibles autour de nous. Pour éviter d'y être soumis, chaque habitant de l'archipel doit être responsable. Ne pas jeter n'importe où des ordures, trier les déchets, installer un chauffe-eau solaire afin que justement on puisse bénéficier de cet apport naturel du soleil. Et croyez-moi, le bon Dieu ne va pas vous envoyer de facture, donc autant en profiter. Donc tous les jours, on peut agir quotidiennement afin de changer la donne, parce qu'aujourd'hui, si on ne change pas, en fait, on sera encore plus vulnérable vis-à-vis des gaz à effet de serre, c'est sûr, des cyclones qui sont de plus en plus violents, la sécheresse à n'importe quel moment, trop de pluie, etc. Le caractère insulaire de la Guadeloupe l'expose davantage au chamboulement du climat. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Et toujours avec nous, donc, notre invitée ce soir, Clémence Gracia, ingénieure territoire et climat à l'ADEME. Clémence Gracia, la Guadeloupe est donc un territoire pilote par rapport à cette problématique des changements climatiques. Pourquoi il y a urgence de trouver une solution maintenant? Puisqu'on parle de la date de 2100, il va y avoir de gros bouleversements apparemment, mais pourquoi c'est urgent de trouver des solutions maintenant? Alors en fait, comme je vous le disais, les impacts du changement climatique sont déjà palpables sur notre territoire. On a du mal par contre à identifier ce qui vient de l'homme, ce qui vient des phénomènes naturels, ce qui vient du temps qui passe, ce qui vient du changement climatique. Mais en revanche, on voit quand même des phénomènes s'accentuer, des aggravations, des élévations de température, plus de jours chauds. Donc on a quand même on commence à avoir une certitude sur ces effets du changement climatique. Et il est important d'agir dès aujourd'hui parce qu'on pense au coût de l'inaction. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas au sujet de l'adaptation au changement climatique aujourd'hui, les investissements à réaliser plus tard, ceux qu'on n'a pas réalisés dès aujourd'hui, seront très coûteux. Alors ce séminaire aujourd'hui était notamment destiné aux collectivités. Quelle est l'action principale que toutes les collectivités de Guadeloupe devraient mettre en place ? Alors tout d'abord, c'est un diagnostic de leur vulnérabilité au changement climatique, c'est-à-dire étudier domaine par domaine, domaine d'activité, donc le tourisme, la santé, l'agriculture, l'eau, la biodiversité, étudier un peu quelles sont les vulnérabilités dans ces domaines au changement climatique et sur la base de ces diagnostics, pouvoir élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique, savoir ce qu'elles vont pouvoir faire pour s'adapter par rapport aux vulnérabilités qui sont identifiées. On les encourage, l'ADEME, le Conseil régional, l'Agence française de développement, à pouvoir se lancer dans ce type d'études, à élaborer leur stratégie d'adaptation pour pouvoir être parés et se mobiliser et s'intéresser au changement climatique. Si les collectivités n'étaient pas présentes aujourd'hui à ce séminaire, elles doivent directement prendre contact avec l'ADEME? Oui, c'est exactement ça. On avait une très très grosse représentation quand même aujourd'hui de nos collectivités en Guadeloupe. On était plus de 130 personnes. Donc vraiment, on est très heureux de cette représentativité des collectivités. Merci Clémence Gracia d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ingénieure territoire et climat à l'ADEME. Merci. Et comme je le disais tout à l'heure, on va rester dans le domaine de l'environnement avec donc les algues sargasses qui devraient bientôt refaire leur apparition sur nos côtes. Hier, à la Cité des métiers du Rézé était présenté un dispositif élaboré par l'État, la région ou encore la CCI. Un plan destiné aux entreprises sinistrées. Près de 500 d'entre elles ont été touchées. Plusieurs chefs d'entreprise concernés étaient présents hier. Justement, dans notre reportage, vous aviez pu apercevoir l'un d'entre eux, un restaurateur Danse Bertrand. Nous avons choisi de le suivre aujourd'hui sur son lieu de travail pour voir justement comment il appréhendait ce dispositif d'aide. Le reportage d'Éric Pommier. Roméo Rambi-Nessin est restaurateur à Danse Bertrand sur la plage de la Porte d'Enfer. En 2011, il a été victime de la première invasion des sargasses, une situation lourde de conséquences pour son activité. Il s'en souvient encore. La première réaction, en fait, ça a été d'alerter les pouvoirs publics. Voilà, pour signaler en fait une arrivée massive d'algues. Ensuite, ça a été le ramassage des algues en fait, parce que ça, on a tout de suite compris en fait qu'on allait avoir une baisse d'activité par rapport à ça, et continuer en fait à alerter les pouvoirs publics. Bon, au fur et à mesure des années, on a constaté que les réponses n'arrivaient pas et que rien n'allait être fait.
Aujourd'hui, soit 4 ans après, il en paye encore un lourd tribut. Déjà en 2011, il enregistrait une baisse d'activité d'au moins 50%, estimation de la perte de chiffre d'affaires, environ 250 000 €. En période de rush, pendant la saison haute, de décembre à avril, Roméo Rambin et Saint faisaient entre 80 et 100 couverts. Aujourd'hui, il en est loin. Les sargasses, bien sûr, sont passés par là. Pendant toutes ces années, ce restaurateur a dû investir sur fonds propres la somme de 80 000 € pour garder les lieux intacts et entreprendre donc des travaux d'entretien. Petit répit, en octobre 2015, la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre vient lui porter secours avec une importante logistique humaine. Autre lueur d'espoir, une initiative qui viendrait celle-là en aide aux entreprises sinistrées. Donc ça faisait un moment qu'on attendait des réponses concrètes de la part de l'État et des collectivités. Donc dans la réunion, on a pu constater en fait qu'ils ont la volonté en fait de soutenir, si on peut dire, les entreprises en difficulté. On va voir concrètement maintenant comment ça se passe sur le terrain. Roméo veut sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, il tient son restaurant avec seulement 2 salariés contre 6 avant la catastrophe. L'entreprise est familiale. Roméo a repris le flambeau en 2009. Pour lui, pas question de baisser les bras après 28 ans d'existence, même s'il sait qu'il devra faire face à la même problématique prochainement. Une nouvelle vague de sargasses est en effet annoncée, courant du mois de juillet. On passe à l'actualité sociale. Hier, nous vous parlions de la mobilisation à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, un mouvement qui dure depuis 3 semaines et qui s'est durci hier avec la mise en place de barrages. Récemment, la mairie de Bemao était également concernée par une grève. Actuellement, les agents territoriaux des abîmes sont en pleine négociation. Derrière ces mouvements, un syndicat, l'UTC-UGTG, pour lui, c'est l'ensemble des communes de la Guadeloupe qui seraient concernées par les mêmes revendications. Plus de détails avec Johan Charpentier-Titi. Des bouchons à n'en plus finir, l'entrée principale de la commune bloquée, l'œuvre de l'UTC-UGTG qui lutte depuis 3 semaines à Capesterre-Belle-Eau, un conflit qui porte sur une multitude de points, notamment la revalorisation des régimes indemnitaires. Il y a plusieurs cas de revendications que nous posons depuis le 28 avril 2016 à 13 points. Concernant les 13 points, il y a une question à harcèlement, il y a une question à carrière, une question à organisation de services, question à régime indemnitaire, question qu'il y avait l'action sociale. Il y avait d'autres types de questions encore qu'il y avait l'organisation de services. Et malheureusement, seule réponse que M. Bojan Kabanou, c'est Kakaché. Il y a 34 ans que je travaille à la commune de Capesterre-Belle-Eau. Et au lieu d'avancer, je constate que je recule. Et je suis là pour mon régime indemnitaire qui a été versé par le maire à beaucoup d'employés qui sont arrivés après moi. La Guadeloupe compte environ 14 800 agents territoriaux, dont 90% sont de la catégorie C, la moins bien lotie. Alors bien sûr, Capesterre n'est pas la seule commune concernée. Pour l'organisation syndicale, la quasi-totalité des communes de Guadeloupe souffrent des mêmes maux. Après Capesterre et Bemao, c'est aux abîmes qu'un préavis de grève a été déposé. Le maire et les syndicats ont engagé des négociations afin d'éviter le blocage. Il y a une série de protocoles qui sont signés, une série d'engagements, et je dois leur faire l'entour. Il y a des points qui sont respectés, et les autres points ne sont pas respectés. Mais une évolution similaire à celle de Capesterre n'est pas à exclure. Nous prenons une décision, nous disons qu'il faut nous passer à l'offensive. Pourquoi ? Parce que les derniers 3 ans-là, nous faisons le choix de la concertation avec pratiquement l'ensemble des maires de Guadeloupe. Pour regarder au fond de l'État, pour que vrai que nous fassions des débrayages, excepté grève ADG qui durent un peu, mais nous ne pas rentrer vraiment dans une grève. Quand nous commençons là, nous avons fait des gros grèves, nous avons fermé toutes les collectivités, mais c'est là que nous arrivons. C'est là que nous arrivons, qui région, qui département, obligé d'arriver là. L'UTC-UGTG se prépare donc à multiplier les actions. Par quels moyens ? Les prochaines semaines nous le diront. Un mot de l'actualité judiciaire, le lycéen Marvin, poursuivi pour apologie du terrorisme, devait se présenter aujourd'hui devant le tribunal de Basse-Terre. On le rappelle, le jeune homme scolarisé au lycée Faustin Fléré à Morne-à-l'Eau avait fait une déclaration lors d'un débat en classe après les attentats de Paris. Il était donc poursuivi pour apologie du terrorisme. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin.
Contrôle routier, travail dissimulé, prostitution, une opération des forces de l'ordre s'est déroulée hier soir dans plusieurs quartiers pointois. Des quartiers situés en zone de sécurité prioritaire, une soixantaine de policiers étaient présents. Ils étaient accompagnés du procureur de la République et du préfet de région. Une opération suivie également par notre journaliste Anne-Elisabeth Artsen. Travail dissimulé, armes, stupéfiants ou encore prostitution. La nuit dernière, en présence du préfet et du procureur, les forces de sécurité ont coordonné une vaste opération de contrôle d'établissements nocturnes mais aussi routiers dans certains quartiers de Pointe-à-Pitre dont la réputation en la matière n'est plus à faire. Ces opérations, je dirais, sont conduites avec beaucoup de force depuis le début de l'année. J'ai annoncé que la lutte contre la délinquance était, je dirais, ma priorité. Les opérations, je dirais, se succèdent de la part de chacune des composantes des forces de sécurité ou ensemble, comme ça va être le cas ce soir. Oui, c'est important parce que déjà ça montre à la population que la police, contrairement à ce que certains peuvent penser, est présente. Ce sont des opérations qui ont aussi un effet totalement positif puisque ces opérations ont des résultats importants en matière de saisie puisque nous saisissons régulièrement des stupéfiants et des armes, ce qui permet de diligenter ensuite des enquêtes judiciaires. Une soixantaine de policiers a donc investi les rues. Fouilles corporelles, vérification de titres de séjour. Vous avez un titre de séjour, vous avez un titre de séjour. Ou encore recherche de stupéfiants avec chiens. Durant environ 1 heure, les contrôles se sont enchaînés. Nous sommes satisfaits de l'opération. Je vous dis, c'est des opérations quotidiennes, donc c'est pas pour nous quelque chose de particulièrement spécial, spécifique. Mais effectivement, ces opérations, les effectifs de police sont engagés au quotidien dans ce genre d'opérations qui sont tout à fait indispensables dans la lutte contre la délinquance. Ces opérations, réalisées sous réquisition du procureur de la République, sont quasi quotidiennes dans cette zone de sécurité prioritaire, considérée comme sensible et visent donc à rechercher des infractions à la loi pénale, puis à diligenter des enquêtes et ainsi entamer des poursuites à l'encontre des personnes en infraction, même si durant notre tournage, personne n'a été interpellé cette nuit-là. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, il sera question de santé avec une campagne de vaccination contre le choléra en Haïti. Plus légèrement, la chanteuse barbadienne Rihanna vient d'obtenir une nouvelle récompense à Las Vegas. Mais tout de suite, nous allons aux Bahamas avec un projet hôtelier. Voici l'actualité Caraïbe. Le Premier ministre des Bahamas, Perry Christie, a annoncé qu'un accord visant à reprendre la construction et l'achèvement du Bahama Resort, un projet hôtelier de plusieurs milliards de dollars, a été trouvé. Christie a précisé que la banque Export-Import chinoise a accepté de financer le projet avec le groupe Chine en Amérique Construction, ACC, une filiale de la Chennai State Construction Engineering Company. Le Premier ministre n'a toutefois pas indiqué d'échéancier ni le coût de la fin des travaux. Il a cependant tenu à rassurer les entrepreneurs locaux que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les entreprises locales travaillent sur les travaux et leurs dettes seront réglées. En échange de cet investissement, 500 Chinois devraient obtenir la nationalité bahaméenne. 2 organismes des Nations Unies, l'OPS, OMS et l'UNICEF, soutiennent le ministère de la Santé haïtien dans une large campagne de vaccination contre le choléra qui vise à atteindre 400 000 personnes en 2016. Le vaccin offre une protection allant de 3 à 5 ans, selon l'OPS-OMS. Pour cette campagne, un budget initial d'environ 3,6 millions de dollars a été alloué. La MINUSTAH a tenu à souligner l'importance de la vaccination compte tenu de l'augmentation de la population, de la nécessité de favoriser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des zones exposées pour éradiquer la maladie. À côté de cette campagne de vaccination, 17 projets ont été approuvés, dont 3 relatifs à la rénovation ou à l'extension de centres de santé, et 14 autres se rapportent à la construction, la rénovation ou l'extension des réseaux d'eau potable. Le plus grand de ceux-ci se situe dans le village Solidarité, dans le département de l'Ouest, et devrait assurer l'eau potable à quelques 75 000 bénéficiaires. La pop star barbadienne Rihanna continue à se frayer un chemin sur la route du succès mondial en remportant une nouvelle récompense au Achievement Award Billboard à Las Vegas. Elle a battu Adele, Drake, The Weeknd et Little Big Town. Le choix ne relève que des votes des internautes.
Rihanna a remporté le titre de meilleure artiste, toutes catégories confondues. Les autres catégories étaient la top artiste féminine, remportée par Adele, le top R&B artiste, remporté par The Weeknd, le top R&B album, remporté également par The Weeknd. Rihanna, grande gagnante du Billboard Chart Achievement Award pour récompenser sa carrière, a réservé une petite surprise à ses fans en chantant Love on the Brain, le nouvel extrait de son album Anti. En costume noir, une fourrure verte enroulée autour d'elle, Rihanna a impressionné son public en interprétant cette chanson soul qui met plus que jamais sa voix en valeur. Dans les aigus ou dans les graves, la star a tout donné sur ce titre déchirant qui évoque sa relation chaotique avec Chris Brown. Retour en Guadeloupe, 137 Bémaotiens ont été sélectionnés pour passer leur permis B à moindre coût. L'opération financement du permis B est en fait initiée dans le cadre des États généraux de la jeunesse. Les bénéficiaires ont un projet d'insertion professionnelle et vont donc intégrer une auto-école partenaire pour suivre leur formation. Marion Bordier nous donne plus de détails sur cette mesure. Emma Alexis, 21 ans, fait partie des 137 personnes sélectionnées par la ville de Bémao. Elle pourra bénéficier du dispositif de financement du permis de conduire à hauteur de 1 000 €. Un véritable soulagement pour la jeune femme qui considère le précieux papier rose comme une garantie d'indépendance. Ne pas toujours prendre le bus, demander à tout le monde « Est-ce que tu peux m'amener tel endroit ?» C'est un poids qui s'enlève. En général, les aides de ce type sont uniquement destinées aux 16-25 ans. Pour ce dispositif, il en est autrement. Depuis sa création en 2002, le nombre de bénéficiaires, établi à 50, a bien évolué, tout comme leur âge. Le dispositif était arrivé pour les jeunes jusqu'à 30 ans, c'était jusqu'à 30 ans. Et là maintenant, nous avons été un petit peu plus loin parce que nous nous retrouvons avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont déjà une famille, qui ont 40 ans, qui n'ont pas de permis. Donc nous avons un petit peu revu l'âge pour que les jeunes puissent passer ce permis. Cette année, Dionys Ramlal a donc pu profiter de l'initiative. Une opportunité pour cette salariée du commerce, pour qui le permis est un atout afin de trouver un emploi. Sur les offres d'emploi, bien souvent, on demande le permis exigé. Donc, ne pas avoir le permis, ça peut être un frein pour décrocher un travail. Donc, ça va nous ouvrir des portes. Les heureux bénéficiaires n'auront que 12 mois pour obtenir le précieux sésame. Première étape, la signature d'une charte d'engagement avant d'être formés au code de la route par la mairie et d'intégrer une des 3 auto-écoles partenaires de l'opération. Ils devront faire preuve d'assiduité pour mettre à profit cette véritable aubaine. On passe au sport avec tout d'abord du cyclisme. Stéphane Larochelle des Guada Bikers 118 s'est imposé aujourd'hui lors de la première étape du Grand Prix cycliste du Conseil départemental. À l'arrivée au stade de Bois-Ripaud, aux Abîmes, il était suivi de son coéquipier John Nava. Jordi Pruneau de l'USL complète le podium. Demain, la deuxième étape emmènera les coureurs du Lamentin à Sainte-Rose, en passant par Petit-Bourg, Goyave, Trois-Rivières, Gourbert ou encore Bémao. Un mot de football avec la finale de la Coupe Marc-Gaillard en Martinique, c'était hier soir. Le club franciscain l'a emporté 1-0 face au Golden Lion. On va se quitter avec des images d'une compétition un peu particulière. 12 équipes de collégiens ont participé au gymnase Valère Lamy à Bémao aujourd'hui à une compétition de robots. Chaque équipe a dû concevoir son robot autour d'une thématique traitant de la valorisation des déchets. C'est le collège Gourbaril de Pointe-Noire qui l'a emporté cet après-midi. Les collégiens donc ont de grandes chances de participer au championnat international qui se déroulera au Québec en 2017 et qui réunira 230 000 jeunes. Le temps qu'il fera demain matin en Guadeloupe, un temps assez pluvieux. Les éclaircies ne seront tout de même pas très loin. Les températures, elles seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport, suivie de l'actualité nationale et internationale. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30 pour votre édition locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.